Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, procès de Madiambal Diagne à Versailles. Le délibéré renvoyé au 25 novembre prochain. Le fondateur du groupe Avenir Communication est au cœur d'une enquête ouverte par la CENTIF portant sur des transferts financiers jugés suspects de 12 milliards de francs CFA avec la société Ellipse Project. Le collectif de Dougar, Gandoul et Noukoura sont encore sortis pour dénoncer l'attribution de 115 hectares dans la forêt classée de Sébikotane à un privé pour y installer un projet sec. Les populations veulent bénéficier du site pour l'extension des villages riverains de la forêt, à suivre les explications du porte-parole du collectif Mamadou Diop-Tchoun. L'image a fait le tour de la toile et c'est inédit. Des centaines de jeunes se ruent chez Jojo Clo. C'était hier pour chercher de l'emploi. Et oui, le chômage reste l'un des problèmes les plus préoccupants au Sénégal. Alors où sont passés les programmes annoncés par le gouvernement? Une grande partie de la jeunesse sénégalaise continue de faire face à un avenir incertain entre espoir et désillusion. À suivre les détails avec Neyali Fall. Parlons à présent donc des coupures d'électricité. Elles continuent de perturber le quotidien de nombreux habitants à Dakar. Même dans les quartiers bien desservis, la situation inquiète. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Le procès de Madiambal Diagne à Versailles a été renvoyé jusqu'au 25 novembre prochain. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles a ainsi renvoyé au 25 novembre prochain, je vous le disais il y a un instant, le délibéré du procès concernant la demande d'extradition du journaliste et homme d'affaires sénégalais Madiambal Diagne. L'audience tenue aujourd'hui devait examiner la conformité de la requête sénégalaise avec les conventions internationales, notamment en matière de garantie procédurale et de respect des droits de la défense. Installé en France après avoir quitté illégalement le Sénégal via la Gambie, Madiambal Diagne fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le fondateur du groupe Avenir Communication est au cœur d'une enquête ouverte par la CENTIF portant sur des transferts financiers jugés suspects de 12 milliards de francs CFA liés à un marché de sous-traitance de près de 21 milliards avec la société Ellipse Project. Les détails, c'est à suivre sur www.emedia.sn. Je vous le disais en titre, l'image a fait le tour de la toile et c'est inédit. Des centaines de jeunes se ruent chez Jojo Clo. C'était hier pour chercher de l'emploi. Et oui, le chômage reste l'un des problèmes les plus préoccupants au Sénégal. Alors où sont passés les programmes annoncés par le nouveau gouvernement? Une grande partie de la jeunesse continue de faire face à un avenir incertain entre espoir et désillusion. Illustration dans ce reportage signé par Neyali Fall et Pape Mafalfal. Le manque d'emploi au Sénégal demeure un fléau qui résonne encore dans les oreilles d'une jeunesse désespérée, fatiguée des promesses non tenues de ses dirigeants. Ce ressortissant malien pointe du doigt l'État du Sénégal qu'il tient pour responsable du manque d'emploi dans le pays. Le manque d'emploi au Sénégal, c'est lié au gouvernement d'abord, parce que ici, je peux dire, il y a pénurie d'emplois au Sénégal, désespoir total, parce que la majeure partie de la population se plaint à travers le boulot. Il faut que le gouvernement essaie de voir la situation de la jeunesse sénégalaise, de lancer des emplois pour que chacun
peut, dès à son bas âge, s'étendre vers son avenir. Selon cette mère de famille, cette situation illustre parfaitement le désespoir de la jeunesse. Elle estime que l'État doit faire de l'emploi des jeunes une véritable priorité. Et ça montre le désespoir aussi des jeunes parce qu'il n'y a pas de travail, le travail manque partout. Ça pousse même les jeunes à aller prendre les pirogues et tout ça. Donc, se tourner vers les jeunes, de s'activer à ce qu'ils trouvent leur place. Parce que aussi, ce sont ces générations, le futur de demain, quoi, à un moment donné. Donc, c'est une priorité, je trouve. Contrairement à ses prédécesseurs, Sia Kaba, jeune influenceur, estime que l'État est en train de faire les efforts nécessaires pour l'emploi des jeunes. Pour lui, l'espoir est toujours présent. Ce n'est pas encore le moment, quoi. Mais les jeunesses sont fatigués actuellement. Franchement, tout le monde est fatigué, mais ça, c'est pas commencé aujourd'hui. Pas de mots les dit, mais parce que courage, je pense qu'ils sont en train de travailler quand même. Ainsi, entre désespoir et espoir, les avis divergent. Mais une chose reste certaine, l'emploi des jeunes demeure l'un des plus grands défis au Sénégal, un enjeu crucial pour l'avenir du pays. Implantation d'Orascom à Tivaouane Peulh, des populations adhèrent au projet de la ville verte dans le pôle urbain du Lac Rose et ce projet va permettre aux villages proches du Lac Rose de profiter des infrastructures et des opportunités économiques qu'offre le futur cité du pôle urbain. Adamaka, habitant de Niag, est ici au micro de Babacar Seck. Les collectifs rappellent que la forêt classée de Sébikotane est un patrimoine écologique national à préserver par les générations futures. Aucun déclassement n'a été prononcé à ce jour pour permettre un usage site industriel. Le projet Holding constitue un précédent dangereux, un préjudice intergénérationnel majeur dont les effets pourraient compromettre durablement la stabilité sociale, l'équilibre écologique et le patrimoine foncier des populations locales. Les collectifs rappellent également que les autres autorités de l'État ont, à plusieurs reprises, fustigé les attributions disproportionnées et controversées de terres à des privés. Les collectifs exigent la suspension immédiate de toute procédure ou réunion visant à imposer le projet de port sec dans la forêt classée de Sébikotane, l'ouverture d'une enquête administrative environnementale sur les conditions d'octroi du bail de 25 ans à Holding et sur les autorisations de lotir illégales, une réaction claire et publique du gouvernement, notamment du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Le respect du processus légal de déclassification partielle en faveur des besoins réels et légitimes des populations riveraines conformément aux lois forestières et à l'intérêt général. Les populations dénoncent fermement la complicité silencieuse et flagrante de certaines autorités locales qui favorisent au détriment des intérêts légitimes des populations, prêtes à user de tous les moyens citoyens et légaux pour défendre le droit à un environnement sain, à la justice sociale et au respect des lois de la République. Parlons à présent des coupures d'électricité. Elles continuent de perturber le quotidien de nombreux habitants à Dakar, même dans les quartiers bien desservis. La situation inquiète. Reportage Elisabeth Gracine et chez Ahmed Tidiane Diouf. Un ingénieur agronome rencontré au bord de la route, Moustapha Touré, exprime son incompréhension face aux coupures d'électricité. Bon, c'est vraiment dommage. Hein? Bon, c'est une situation qu'on pensait qu'on n'allait plus vivre ça. On pensait que c'était dans le passé. Mais malheureusement, bon, ça devient un peu plus récurrent dans des endroits un peu plus disloqués, éparpillés dans la ville. On ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, la situation actuelle du pays, en tant que producteur de pétrole, producteur de gaz, et on n'est pas à l'abri de l'estage des coupures d'électricité, c'est vraiment dommage. De son côté, Cheikh Bambagnan, habitant du quartier, estime que les sociétés implantées à la cité Kourgourgui devraient participer à l'alimentation en électricité. On ne doit pas tout attendre de l'État. Ici à la cité Kourgourgui, les sociétés devraient acheter des groupes électrogènes pour alimenter la cité. Après tout, l'État aussi devrait utiliser le soleil pour installer des panneaux solaires.
Même constat chez Dien Diouf qui partage ses inquiétudes. C'est vrai, c'est dur. Ces derniers temps, on le vit tous les jours. Et ce n'est pas facile. Franchement, c'est tout ce que je peux dire, c'est vraiment dur. Des coupures d'électricité répétitives qui laissent beaucoup d'habitants perplexes. Certains s'étonnent en pensant aux ressources naturelles du pays, le gaz, le pétrole et même le soleil. D'autres, plus optimistes, appellent à un volontariat collectif des sociétés pour améliorer la situation. Santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre, la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal et ses partenaires font le point. Objectif, consolider les acquis dans la lutte contre le paludisme, le sida et d'autres maladies. Le point avec Catherine Siganour et Moussa. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, du Sénégal a réuni ses partenaires pour une session de partage sur les recommandations liées à la santé sexuelle reproductive et à la lutte contre les violences basées sur le genre. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a affirmé que cette réunion permettra de mieux renforcer les résultats obtenus dans le domaine du paludisme, du sida et d'autres maladies. Je salue à sa juste mesure la réunion de très haut niveau qui porte sur comment aujourd'hui aligner ou intégrer les financements des bailleurs dans les systèmes de gouvernance des finances publiques au niveau du Sénégal. Et cela va nous aider à mieux optimiser l'utilisation des ressources, mais à mieux renforcer déjà les résultats que nous avons eus dans le domaine du paludisme, du VIH-Sida et de la tuberculose, mais globalement du renforcement du système de santé. Le Sénégal a bénéficié de subventions centralisées autour du ministère des Finances et du Budget pour soutenir ces initiatives. Aujourd'hui, nous avons des mécanismes de financement au niveau du Sénégal. On a des budgets qui sont centralisés autour du ministère des Finances et du Budget. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de voir, comme les ressources deviennent de plus en plus rares, comment on peut optimiser en essayant de s'aligner au modèle de gestion, au modèle de gouvernance des finances publiques pour aller vers plus de redevabilité, plus de transparence et plus d'efficience. Pour éradiquer des maladies comme le paludisme et le sida, il faut des financements, d'où l'importance du partenariat avec des pays donateurs, selon l'ambassadeur de l'Allemagne à Dakar, Kay Baldo. Parce que le sida, la tuberculose et la malaria sont vraiment trois fléaux de l'humanité aujourd'hui et il faut absolument les éradiquer en ce moment du 21e siècle. En même temps, on est dans une situation avec des défis majeurs du point de vue budgétaire et c'est le cas pour les pays donateurs qui mettent à la disposition des fonds, mais c'est également important en ce qui concerne les pays africains qui utilisent ces fonds-là. Cette session illustre ainsi la nécessité de conjuguer efforts nationaux et soutien international pour améliorer la santé publique et protéger les droits des populations vulnérables. Rufisque Nord, le maire lance la campagne de sensibilisation de lutte contre le paludisme ainsi que la fièvre de la vallée du Rift et le Mpox. Maître Hassan Kassé a offert un important lot de matériel au poste de santé de la commune. Il a par ailleurs sollicité le soutien de l'État du Sénégal pour l'achèvement des travaux de la commune. Je propose d'écouter les explications de Maître Kassé. Il est le maire de la commune de Rufisque Nord. Ses propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Le paludisme est en train de se proliférer. Il y a la maladie Mpox. Il y a d'autres maladies également qui sont connues en cette période.
j'en ai profité pour lancer un message de sensibilisation, appeler les associations sportives à davantage s'impliquer dans la sensibilisation pour qu'ensemble, on essaie d'endiguer ces fléaux-là. En termes de poste de santé, nous venons d'étraîner un nouveau poste de santé à Dar Rahman. Nous avons une grande maternité qui est en phase de finition à Dar Rahman. Mais à côté, il y a un poste de santé qu'on a fermé pour cause de délabrement avancé. Nous demandons à l'État de nous accompagner déjà dans la construction de ces postes-là et de nous accompagner dans la finition de ces chantiers qu'on a commencé, qu'on a entamé. À côté également, nous avons nos routes qu'on a démarré, la route d'Ar-Rahman qu'on a démarré et qu'on a arrêté parce qu'on n'a pas les moyens pour continuer. Nous espérons que l'État va venir au chevet pour accompagner la commune de Rousselon. À côté également, il y a les questions liées à l'assainissement. Nous avons commencé des projets à Missira et dans d'autres quartiers. Nous espérons que l'État également va venir à notre chevet pour nous accompagner à terminer ces projets, mais surtout nous accompagner dans la construction des routes. Parce que la commune de Rousselon n'a pas beaucoup de routes. Nous espérons qu'également l'État va venir nous accompagner, surtout en nous remettant les dotations PACASEN. On espère qu'on va recevoir 2025 et 2026 pour au moins continuer les projets qu'on a entamés. Mbacké lance la plateforme Jotali pour porter sa voix dans les instances de décision initiées par les fils de Mbacké. La plateforme Jotali regroupe tous les acteurs de développement qui, selon eux, le département connaît un manque d'infrastructures de base malgré son boom démographique. Les membres de la plateforme interpellent l'État du Sénégal. Goronagou. Laissé en rade dans plusieurs domaines, Mbacké lance une plateforme dénommée Jotali pour faire face aux nombreuses difficultés auxquelles rencontrent les populations de cette partie du Bawal. Une occasion pour les membres de la plateforme Jotali d'énumérer les manquements notés dans ce département. Mbacké est un département particulier, un département qui regroupe parfois des événements de dimension mondiale. Prenons le Magal de Touba. Le Magal draine beaucoup de monde. Le Magal également aussi produit des ressources financières exorbitantes. Mais les dividendes, à l'heure des dividendes, Mbacké ne se retrouve pas dans ça. Parce que tous les produits qui viennent ici, donc quittent d'autres localités. Mbacké n'a pas d'industrie. Mbacké n'a pas pratiquement d'infrastructure digne de ce nom. Je parle du département. Donc il est temps que les gens quand même nous appuient. Il est temps que l'État pense à nous. Il est temps vraiment que même la diaspora, on appelle tout le monde pour une série de forces afin de booster ce département qui est aujourd'hui le premier département. Ainsi, les membres de la plateforme Jotali de Mbacké alertent sur un manque d'infrastructures sanitaires qui reste selon eux un défi majeur à relever. En matière de santé, à part la commune de Touba, qui a quelques hôpitaux, et tout le monde sait que Touba est extrêmement vaste. Donc Touba a besoin d'autres hôpitaux. Nous avons besoin d'hôpitaux additionnels. Prenons la commune de Mbacké, qui est le cœur du département. Nous avons un district sanitaire. Donc Mbacké a besoin d'hôpital de niveau 1, de niveau 2, pourquoi pas de niveau 3. Et regardez les autres communes, Kayel, Sadio, Taïf, pour ne citer que ces communes-là, nous devons quand même penser à ces localités. En conclave à Mbacké, les membres de la plateforme Jotali appellent les populations locales à s'unir davantage pour relancer le développement économique du département de Mbacké. Implantation d'Arascom à Tivaouane Peulh, des populations adhèrent au projet de la ville verte dans le pôle urbain du Lac Rose et ce projet va permettre aux villages proches du Lac Rose de profiter des infrastructures et des opportunités économiques qu'offre le futur cité du pôle urbain de Diamniadio. Je propose d'écouter les explications d'Adamak. Pour faire comprendre la population, surtout la jeunesse, l'intérêt de ce projet. Ce projet est venu pour le développement de notre commune, pour le développement même du Sénégal. Parce que ce projet va construire ici plus de 18 000 logements, qui est estimé à un coût de 700 milliards. Ce n'est pas un petit projet. Parce que si vous voyez dans notre commune, Tivaouane Peulh, tout ce que nous avons besoin, nous sortons ailleurs pour le chercher. Nous n'avons pas des hôpitaux, il nous manque des postes de santé, nous n'avons pas de routes, il
n'y a pas d'éclairage public et il y a l'insécurité. De ce fait, ce projet, il y a tout dans ce projet. C'est pour cela que nous accueillerons ce projet avec des mains ouvertes, avec des cœurs ouverts, pour que nous pouvions accéder à tout cela. Sur le plan d'éducation, il y a des choses très importantes que le projet a mis en cours. Sur le projet, il est temps que les populations de la commune Tivaouane-Peulh-Niaga ouvrent leurs yeux sur le développement, sur le changement. Nous avons besoin de changement. Regardez, de Tivaouane-Peulh jusqu'au Bonaba. Il n'y a rien qu'on peut dire, si on a besoin de ça parce que les hôpitaux et quelque chose du genre, il n'y a même pas un bon lycée. En avant-première de l'exposition de Paris, l'ébéniste et artiste rufisquois Khali a présenté ses œuvres au service du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique, le développement durable avec donc le recyclage de matériaux de menuiserie et le thème de l'exposition qui compte une trentaine d'œuvres. N'est-ce pas, Babacar Seck? L'art comme moyen d'apprentissage, c'est le concept qu'utilise l'ébéniste Mohamedou Khali Ngom pour mettre en valeur les déchets. Si on se réfère aux matériaux qu'il utilise, la poutre de bois qui est jusqu'à présent utilisée à d'autres fins et qui pourrait compromettre un peu l'environnement. M. Khali Ngom a pu faire de cette poutre de bois des tableaux merveilleux avec un système d'apprentissage à la main. Et d'autant plus merveilleux parce que le tableau reflète toute une série de vies, allant un peu au rôle primordial que la femme joue au niveau de la société sénégalaise, mais aussi aux pratiques de métiers qui permettent à nos jeunes de se dire que c'est possible de rester au Sénégal, de travailler au Sénégal, de suivre les pas de Mohamedou Khali Ngom comme maître d'apprentissage et de réussir au Sénégal. L'exposition revisite les thématiques du développement durable et rend hommage aux femmes. Le recyclage de résidus de bois qu'il a eu à travailler et en rendant un grand hommage aux femmes, mais également à tout ce qui est environnement et structuration du vécu du Sénégalais. Donc aujourd'hui, on est satisfait de ce qu'on a vu et également la transversalité dans les métiers qui existent ici au Sénégal. Parce qu'on connaît le président Khali comme un menuisier, mais aujourd'hui qui s'est transformé un peu en artiste, de créer donc des ouvrages qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir une visibilité très parfaite par rapport à tout ce qu'on peut faire en termes de recyclage. Pour accompagner les artisans, le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique a offert une formation gratuite à une centaine de femmes. Campagne de distribution de kits scolaires, l'association pour le maintien des filles à l'école au chevet des élèves vulnérables et qui sont impactés par les inondations, c'est bien sûr à Matam. Les écoles bénéficiaires ont magnifié l'initiative portée par ladite association depuis des années. Le point avec Amadou Omar Diallo. L'association pour le maintien des filles à l'école, AMFI, a entamé sa campagne de distribution de kits scolaires. Une vingtaine d'écoles de l'académie en ont bénéficié. La coordinatrice de ladite association a évoqué les raisons de cette campagne. Comme nous le faisons chaque année, mais cette année, AMFI a sorti une enveloppe de 5 millions pour achat des fournitures scolaires pour distribuer ça aux élèves vulnérables dans les différents établissements de la région de Matam. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens pour pouvoir accompagner leurs enfants à poursuivre leur scolarité. C'est une des causes même de l'abandon des jeunes filles à l'école. C'est pour cela à chaque année, on fait essayer de réunir par ces maigres moyens pour essayer d'acheter quelques fournitures scolaires pour aider et accompagner les jeunes filles à rester dans les écoles. Après avoir magnifié les actes posés par ladite association, pour les écoles bénéficiaires, cet appui arrive à point nommé. Les fournitures viennent à l'heure surtout. Ils vont contribuer surtout à
aider les parents, surtout à aider les parents, parce que nous savons très bien que parfois il y a des parents qui ont 2 ou 3 élèves. C'est extrêmement difficile de joindre les deux bouts. Les inscriptions, même si elles sont fixées à 5 000 francs, il y a d'autres charges qui viennent s'ajouter à tout cela. Donc, si les parents ont leur amplitude de ces fournitures scolaires-là, donc on ne peut que féliciter ces gestes très importants d'Amphé. Soucieuse de la situation des écoles touchées par les inondations, Amphé a décidé d'appuyer ces établissements en kit scolaire. Dandemayo fait partie de nos cibles, mais vu qu'actuellement, il y a un problème d'accessibilité vis-à-vis des inondations qui sont là-bas, les routes sont pas des eaux. Mais nous avons programmé Dandemayo d'ici la semaine prochaine un lot de 581 kits destinés aux Dandemayo. Cette campagne de distribution de kits scolaires, initiée par l'Association pour le maintien des filles à l'école, est venue dans un contexte où les fournitures scolaires constituent une épreuve redoutable pour nombre de parents d'élèves. Dans quelques instants, votre émission, l'invité de la rédaction d'ITV reçoit ce soir Hadi Kamara. Elle est la présidente d'EcoFem, initiatrice de la marche des femmes pour la justice climatique. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.